Pour donc poursuivre cette séance numéro 2, nous avons vu en introduction des définitions qui vont nous être utiles, celles de la fantaisie, de l'ironie, de la satire, comme procédés qui sont nécessaires comme ressources possibles pour les écrivains pour pouvoir critiquer et ainsi participer à la société dans laquelle ils vivent. Dans cette deuxième partie d'introduction, on va aborder plus précisément Montesquieu. Alors, Montesquieu, de son vrai nom, ou de son nom complet plus exactement, Charles-Louis de Segonda, il était baron de Montesquieu. Il est né en 1689, donc il est né à la fin du XVIIe siècle, et il a vécu jusqu'en 1755, donc au XVIIIe siècle. Vous savez que le XVIIIe siècle, notamment, c'est le siècle des Lumières et de la Révolution française, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est un auteur important, entre autres. Donc c'était, comme son nom l'indique, un aristocrate. Il était issu d'une famille de parlementaires, c'est-à-dire d'hommes politiques, bordelais, donc de la région de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Et à ce titre, il a pu évidemment étudier, puisqu'à l'époque, seuls ou en partie seulement, les aristocrates avaient accès à l'enseignement, et de surcroît, la plupart du temps, les hommes. Il a été lui-même président du Parlement de Bordeaux, donc ça le rapproche un peu d'une autre figure dont on a parlé en début d'année, c'est-à-dire Montaigne. Vous vous souvenez, Michel de Montaigne, qui était lui aussi de cette région-là et qui avait lui également des charges de représentant au Parlement. Alors, il appartient, Montesquieu, à l'aristocratie, donc on pourrait imaginer que c'est une possibilité de formuler quelques critiques à son encontre. Voilà, un homme bien né qui va parler du pouvoir, évidemment, il n'a pas le temps, ou plus exactement, il a le temps de le faire puisqu'il n'a pas à se préoccuper de ce qu'il va mettre dans son assiette, il n'a pas à travailler, mais c'est un peu plus nuancé que ça, c'est-à-dire qu'il appartient à ce qu'on appelle l'aristocratie éclairée. Je vous rappelle que dans le contexte du siècle des Lumières, on fait allusion aux Lumières parce que ça fait référence aux choses de l'esprit, aux idées, à la réflexion. Donc il y a quand même une partie de l'aristocratie en France, mais pas seulement. C'est la même chose en Allemagne, au Royaume-Uni, en Écosse, enfin en Écosse au Royaume-Uni, et ces gens ayant affaire avec le pouvoir, étant proches du pouvoir, des rois en fait, ils réfléchissent quand même à ce qu'ils voient autour d'eux, aux situations diverses et variées, notamment celles qui concernent la gestion du pouvoir, comment le pouvoir est organisé, est-ce que ce sont des choses positives ou négatives, et la manière dont les gens vivent dans les royaumes et dans les pays dans lesquels ils vivent. Ainsi, Montesquieu, il a beaucoup réfléchi à ça et il a écrit de nombreux essais et traités. Essai, c'est pareil, c'est un mot qu'on a déjà vu quand on a parlé de Montaigne, encore une fois. Un essai, en fait, c'est un texte qui vise à exposer une idée, une réflexion, et qui a une visée donc argumentaire et éventuellement critique, ou en tout cas qui propose le développement d'une idée pour essayer de convaincre, encore une fois, un public ou un lectorat. Donc lui, il s'est intéressé aux sciences, à l'économie, à l'histoire et à la politique. Et il a un apport essentiel dans le siècle des Lumières, dû notamment au roman auquel on va s'intéresser, mais pas seulement, aussi un traité qui est fameux, qui s'appelle De l'esprit des lois, traité dans lequel en fait il pose un principe d'organisation du pouvoir qui est encore celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il s'agit de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui fait, c'est le président, le gouvernement. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui fabrique les lois, donc c'est le Parlement, l'Assemblée. Et le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de la justice. Rappelez-vous qu'à l'époque de la monarchie absolue et la monarchie absolue de droit divin de surcroît, tout est concentré dans une personne, la personne du roi. Montesquieu dit, qui est un roi? Pourquoi pas? Mais ce serait bon que les pouvoirs soient divisés, de sorte qu'on ne tombe pas dans l'absolutisme, c'est-à-dire un régime où la personne qui dispose du pouvoir peut faire absolument ce qu'elle veut sans aucune contrepartie critique, sans aucun vote ou discussion autour d'un projet ou d'une loi ou d'une décision prise. Lui, justement, il propose que cette division des pouvoirs, cette séparation des pouvoirs, permette quelque part l'instauration, petit à petit,
d'une démocratie, même s'il y a un roi. Et ce principe-là, il est essentiel à ce qui va se passer quelques années après son décès en 1755, pardon, à savoir la Révolution française qui, elle, aura lieu en 1789, date symbolique que l'on retient, et qui verra l'instauration d'un autre régime politique, à savoir la République, régime politique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Donc pour ça, Montesquieu, il est essentiel. Aussi parce que il cherche à faire réfléchir sur la société dans laquelle il vit, au même titre que Rousseau, dont on a parlé également dans la première partie de l'année, au même titre que Voltaire, qu'on verra un peu après, et au même titre que deux hommes qui sont d'Alembert et Diderot, que vous connaissez peut-être de nom, mais dont vous connaissez certainement le grand œuvre, à savoir l'encyclopédie. Et le principe de l'encyclopédie, c'est de réunir les connaissances et le savoir dont les hommes disposent, dont la nature humaine dispose, mais pour le rendre accessible. Donc c'est encore un principe de partage, de démocratie et de rendre accessibles les choses pour qu'on puisse intervenir. Parce que bien entendu, si les gens qui vivent sur un territoire sont éduqués, sont au courant, connaissent des choses, c'est bien évidemment plus facile pour critiquer et pour développer une certaine vision et réflexion. Plus précisément, dans l'ouvrage qui nous intéresse, Lettres persanes, Montesquieu met en œuvre un procédé assez original, c'est-à-dire que, comme le titre l'indique, c'est un roman épistolaire. Je vous rappelle qu'un roman épistolaire, c'est un roman qui est constitué par des lettres. Ainsi, il fait figurer des véritables lettres dans son roman. De la même façon que je vous ai reproduit le texte auquel on s'intéresse, vous voyez que sous le titre, il y a une date et un lieu, exactement comme dans une lettre. Et de la même façon, les lettres dans le roman sont signées. D'accord ? Ça, vous avez déjà pu voir un petit peu ce travail-là, notamment avec le dernier brevet blanc que vous aviez fait. Alors, chaque texte, en fait, dans ce roman, c'est une lettre. Et en fait, ce sont des réponses. Le titre, donc ça c'est pour l'aspect lettre, le titre persane, ça vient de persan, qui vient de Perse, et ça fait allusion à l'origine des deux personnes qui s'écrivent ces fameuses lettres. Alors la Perse, on pourrait dire aujourd'hui à peu près, à quelque chose près, que c'est l'Iran, le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, d'accord ? dont la capitale est Téhéran, et une autre ville fameuse, c'est Ispahan, où il y a une mosquée bleue magnifique. Uzbek et Rika, ce sont les prénoms des deux personnages qui s'échangent des lettres. Il y en a un qui est resté dans son pays, en Perse, et l'autre qui est venu en France pour faire des voyages. Alors, c'est pas innocent si Montesquieu choisit pour origine de ces deux protagonistes la Perse, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui voyageaient, évidemment, et l'Orient, donc l'Orient c'est ce qui se trouve à l'est par rapport à la situation géographique de la France, donc l'Orient était très à la mode. C'était ce qu'on peut dire très exotique. Donc des pays qui sont aujourd'hui l'Iran, le Liban, la Jordanie, ces pays-là étaient extrêmement à la mode dans les arts, dans la littérature, dans la peinture, éventuellement même aussi dans la mode, la façon de s'habiller, parce que ça nourrissait un imaginaire, ça nourrissait la fantaisie, mot qu'on a vu dans l'introduction. Et il y avait aussi toutes les richesses de ces pays-là qui étaient apportées grâce au commerce qui était lié à la route de la soie, donc beaucoup de tissus, d'épices, des bijoux, etc., etc. Donc c'est pas du tout innocent, encore une fois, de la part de Montesquieu que de faire appel à deux Perses pour pouvoir raconter ce qu'il veut raconter et critiquer ce qu'il veut raconter, parce que ça va attirer l'attention. Alors, petite précision, ce livre, étant donné que c'est censé être un échange de lettres entre deux personnages, Montesquieu ne l'a pas publié sous son nom, et il ne l'a pas publié à Paris, il l'a publié à Amsterdam. Amsterdam, ça se trouve aux Pays-Bas aujourd'hui, et c'était à l'époque déjà un endroit où il y avait un petit peu plus de liberté. Et surtout, Montesquieu, en proposant ces lettres dans lesquelles en fait il fait une critique de la société française,
Il se met à l'abri de la censure. La censure, vous savez, c'est ce qui interdit la parole, c'est ce qui interdit des écrits. Et à l'époque, si la censure s'abattait sur lui, c'est-à-dire que si le roi, si la cour entendait parler de son texte et se disait « Ouh, mais en fait, il est en train de nous critiquer », ça ne peut pas se passer comme ça, on va le faire taire. Qu'est-ce qui se passe? Il partait en prison. Et éventuellement, je vous rappelle qu'à l'époque, on coupait des têtes. Donc, pour se protéger et pour pouvoir quand même livrer sa critique, il est parti aux Pays-Bas pour faire publier son roman. Donc, dans ce texte, Montesquieu, en fait, imagine un dialogue entre deux personnages par l'intermédiaire de ces lettres qu'il s'envoie et ils livrent leurs observations. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le personnage qui parle n'est pas français et il va parler avec ses yeux d'étranger de la France. Ainsi, ça met en avant des choses qui vont nous paraître ou qui paraissaient à l'époque tout à fait normales, mais qui, vues de l'extérieur, vues avec des yeux d'étranger, vont paraître un peu étranges, pas habituelles, surprenantes, pourquoi pas drôles. Et ainsi, on va rentrer dans un processus de dérision, d'ironie, qui va permettre à Montesquieu, qui est en fait le véritable auteur des lettres, de critiquer la société française dans laquelle il vit. Dans une prochaine vidéo, on rentrera beaucoup plus dans le détail du texte que je vous ai donné à lire avec les questions. Je vous donnerai cet accès et ce contenu mardi pour que vous puissiez bien comprendre ensuite le travail que vous aurez à faire. Merci.